Bien, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette dernière session de la journée sur un thème particulièrement important puisqu'il s'agit de se saisir des inégalités. Et nous avons 50 minutes pour cela, ce qui est soit trop, soit pas assez. Mais on va essayer d'en tirer le meilleur profit. Donc je m'appelle Pierre Jacquet, je suis membre du Cercle des économistes et j'ai le plaisir d'être le modérateur de cette session. Et nous avons un panel extrêmement brillant. Je vais les présenter très brièvement par ordre alphabétique. Alors vous avez les CV sur le site, donc je ne vais pas passer en revue parce que ça nous prendrait trop de temps. Et par ordre alphabétique, donc le professeur Daron Acemoglu, qui est connecté à distance, que vous voyez sur l'écran, qui est professeur au MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Augustin de Romanet, qui est le président directeur général du groupe Aéroport de Paris. Le professeur Branko Milanovic, qui est chercheur au Stone Center on Socio-Economic Inequality. Nous avons aussi, et il est connecté là aussi à distance, également connecté à distance, Gabriela Ramos, qui est sous-directrice générale pour les sciences sociales et humaines à l'UNESCO. Et enfin, juste à ma droite, Sven Smith, qui est senior partner de McKinsey et qui est le président et directeur du McKinsey Global Institute. Sur le thème donc des inégalités, nous allons essayer d'aborder, au gré des différentes interventions, trois sujets principaux. La nature des inégalités, bien entendu. De quoi s'agit-il et pourquoi c'est important? L'impact de l'environnement actuel, des chocs actuels que nous connaissons sur les inégalités. L'impact également du besoin de transition écologique sur les inégalités. Et puis enfin, bien entendu, la question que faire avec différentes idées pour essayer de prendre ce thème à bras-le-corps. Alors pour lancer les débats, je voudrais faire trois observations. La première, c'est nous poser mutuellement la question du lien entre la croissance et les inégalités, parce que nous avons vécu un certain nombre de décennies pendant lesquelles la croissance a permis une formidable expansion des niveaux de vie, et on a considéré, peut-être à tort d'ailleurs, que la croissance finalement permettait la réduction des inégalités. On a peut-être d'ailleurs fait, de ce point de vue, une confusion entre la réduction de la pauvreté absolue et la réduction des inégalités, ou entre la notion de pauvreté absolue et celle de pauvreté relative, qui est beaucoup plus en ligne avec les inégalités. Donc première question, le lien entre croissance et inégalité. Deuxième sujet, c'est que cette croyance qu'on appelait la trickle-down theory, cette croyance que la croissance permettait de réduire les inégalités, a amené finalement à mettre l'accent sur la taille du gâteau, sur la croissance elle-même, sur le produit intérieur brut, et pas sur d'autres dimensions, d'une part, ce qui est une erreur, mais aussi pas sur la répartition. Et c'est vrai que quand le gâteau croît, même si on a un moindre pourcentage, on peut avoir un revenu plus élevé. Et donc il y a eu cette confusion qui a été faite et qui, de mon point de vue, a d'ailleurs conduit à davantage d'individualisme, parce qu'on a mis l'accent sur les individus et leurs revenus, et non pas sur l'individu dans la société. Et je pense que ce biais vers l'individualisme est un des résultats de la non prise en compte des inégalités comme sujet majeur de politique publique. Donc je pense qu'il est temps de ramener les inégalités au même niveau que celui de la croissance. Il faut bien entendu croître, mais on a besoin en même temps, à tout moment, de préserver l'harmonie sociale, et ça, c'est extrêmement lié aux inégalités. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Et puis, troisième point, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, la transition écologique, qui nous met devant des besoins de transformation majeurs, et c'est un petit peu ce qui a été discuté pendant ces journées d'Aix, et qui nous amène là aussi à mettre en place des mesures très volontaristes pour gérer cette transformation. Et pour la réussir, on a besoin du consensus social, on a besoin d'une dynamique d'accord derrière ces mesures. Et là encore, on a besoin de penser à l'effet sur la répartition de toute mesure, qu'elle soit dans le domaine de l'énergie ou dans d'autres domaines. Donc voilà, je vais passer la parole tour à tour à nos différents intervenants, en leur demandant d'être brefs. Et l'idée, c'est d'avoir un débat avec vous. Donc après leurs interventions, on ouvre le débat à la salle et à tous ceux qui sont connectés par Internet. Donc merci d'être parmi nous et d'être très actifs dans cette discussion. Et je vais commencer
commencer en passant la parole à Daron Acemoglu. Daron, the floor is yours. Daron, la parole est à vous. J'espère que vous nous entendez bien. Merci beaucoup, Pierre. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je dispose de 4 minutes pour parler de l'inégalité et 4000 pages n'auraient pas suffi pour une courte introduction. Mais je vais souligner 4 points. Tout d'abord, je vais revenir sur ce qu'a dit Pierre. En ce qui concerne l'économie et d'autres sciences sociales, quelquefois, on peut trouver un contraste entre l'inégalité et la pauvreté. Est-ce que l'inégalité est importante s'il y a une croissance économique? Et certains groupes profitent de 40%, d'autres de 10%, et l'inégalité peut s'accroître, mais tout le monde se porte mieux. Mais ce n'est qu'un débat théorique. En vérité, les gens s'en préoccupent. Ça les concerne, et c'est notre devoir comme scientifiques dans le domaine social de créer le lien. En fait, ça fait partie de mes recherches chez Roda. Alors, les êtres humains s'adaptent très bien. On peut s'adapter à différentes organisations, une hiérarchie, un système égalitaire, la définition d'une contribution sociale, mais la réalité reste qu'il y a certains sentiments qui datent de nos débuts en tant qu'Homo sapiens, qui font en sorte qu'on ne réagit pas bien devant un déséquilibre dans une puissance économique. Il faut réfléchir là-dessus dans le contexte des inégalités en général. Mais je suggère que l'inégalité aujourd'hui est plus complexe qu'il pourrait le sembler l'être. Et la raison est que le contexte général dans lequel les économies de toutes les nations du monde ont été transformées pendant les dernières décennies est basé sur un message qui met en lumière la technologie, le besoin de compétences, ce qui rend l'inégalité un problème plus aigu, puisque associé avec l'impossibilité de certains groupes à rester au niveau. Mais en fait, ce n'est pas du tout la réalité de la chose. On ne vit pas dans une méritocratie. Et même si c'était le cas, qu'est-ce que ça veut dire pour si certains n'ont pas l'avantage de la mondialisation, tandis qu'ils ont grandi dans une communauté qui n'a pas investi dans leurs compétences ni dans leurs capacités. Mais il y a une autre dimension, et c'est mon dernier point. En ce qui concerne l'économie et la politique sociale, il y a un débat infructueux sur la technologie contre d'autres facteurs, ce qui suggère que la technologie représente les forces inévitables qui augmentent l'inégalité à travers un changement technologique, tandis que d'autres causes institutionnelles ou la mondialisation ont trait davantage aux politiques qui ont été mises en œuvre. Mais en fait, à mon avis, le début est futile. Et ça, c'est un autre aspect de mes recherches. Et on peut aborder cette question plus tard dans la séance questions-réponses. Mais les facteurs technologiques ont été importants dans les inégalités générales et il y a certains groupes qui ont perdu leurs revenus. Mais la technologie était un choix spécifique. Il n'y avait pas de processus de changement technologique. Il y avait également une idéologie. La moitié de la technologie a fait venir l'automatisation et d'autres choix qui ont affaibli les travailleurs, les main-d'œuvre, ceux qui n'étaient pas dans les catégories élevées de l'ingénierie. La mondialisation était complémentaire à certaines technologies, puisque la mondialisation a
pu allouer les tâches les moins difficiles à des personnes moins qualifiées, même dans d'autres pays. Donc, à mon avis, et on peut toujours en débattre, on a créé un niveau aigu d'inégalité à cause des choix technologiques que nous avons pris. Et dans ce sens, tout ceci ne va pas améliorer la croissance. Et si on se penche sur les détails, les choix technologiques que nous avons faits ont trop mis l'accent sur la production ont mis l'accent sur l'automatisation sans focaliser sur l'augmentation de la production. Mais je ne veux pas monopoliser le temps de parole. Je passe la parole aux collègues. Merci beaucoup. Je suis sûre que vous allez revenir dans le débat. Je m'adresse maintenant à Branco. Branco, à vous. Je ne dispose que de 4 minutes. Je vais donc les utiliser pour parler de l'inégalité mondiale. Pour démarrer, au niveau technique, comme nous le savons tous, l'inégalité mondiale est le résultat de deux autres inégalités. Une inégalité au sein de l'État et une deuxième inégalité que n'a pas pu saisir l'interprète, la qualité du son étant tellement mauvaise. Donc, dans certains pays, l'interprète s'excuse, mais la qualité du son ne permet pas une bonne traduction. L'interprète s'excuse, mais la qualité du son ne permet pas une bonne traduction. I'm sorry, we can't. Branco, désolé. Inequality is policies of cooperation and aid between the rich part of the world and the poor part of the world. There is, for example, an area there where Africa thinks. L'interprète s'excuse, mais la qualité du son ne permet pas une bonne traduction. And where actually I think the American current initiative of, to some extent, imitating China would also hopefully cut the process of convergence. And then the third part is migration. Migration from. Troisième partie, la migration. Non, l'interprète se répète, elle s'excuse, mais la qualité du son est très saccadée, elle ne comprend pas ce que dit l'intervenant. And reduces global poverty. However, it might increase actually inequalities in both recipient countries and emitting countries. So this is why it's important to keep these different types of inequalities clearly in mind. As I said already, you can actually have an increase in both emitting country inequality, receiving country inequality, and overall decline in global inequality. Now, what are the most recent, how should I say, really significant challenges that we're facing? The first one is COVID, which obviously has had a tremendous impact on mortality, morbidity, but also income inequality. That impact, as we already are beginning to know, was not equal across the countries. For example, the just released US data show a significant decline, and I have to underline decline in US inequality, probably the largest in the last 50 years. It may be very easily reversed because, as we know, that was the result of very proactive government policies in France that was about 15% of GDP. But it is notable. We also know that in China, we can't hear you. Excuse me, we can't hear you. In urban inequality. And very interestingly, for the first time in 40 years, the decline of real income Branco, I'm really sorry. Quintile of the urban income distribution. So that was the effect of COVID, which also obviously had huge effects on different countries. Branco, we can't hear you. I'm sorry.
I'm sorry, the connection is... Désolé, la connexion est très mauvaise. Je suis obligé d'interrompre la connexion parce qu'on entend très très mal. Simplement, donc, ce que j'ai compris très brièvement, c'est que Branko voulait nous parler de l'accroissement des inégalités globales après toute une période pendant laquelle elles avaient décliné, mais les chocs récents ont conduit à une reprise, et qui voit 3 solutions pour gérer ce problème. Le premier, c'est la croissance économique dans les pays en développement. Le deuxième, c'est lié à ça, c'est le rôle de l'aide au développement. Et puis le troisième, c'est la migration. Mais bien entendu, la migration pose des problèmes de gestion des flux migratoires qui sont tout à fait devant nous. Donc je suis désolé, ce n'est pas un résumé de ce qu'il a dit parce qu'on entendait très très mal. La connexion technique nous a pas permis de l'entendre correctement. Je passe maintenant la parole à Gabriela Ramos en espérant que la connexion sera de meilleure qualité. Gabriela. Thank you so much, Pierre. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on vous entend très bien. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Allez-y. Un grand merci. Mais moi, j'entends ma propre voix là. Moi, je vais régler un peu mon ordinateur. Donc, merci beaucoup. Je souhaite tout simplement vous remercier d'inviter UNESCO à votre table. Je souhaite donner le point de vue de l'importance, je voudrais parler de l'importance des politiques dans la réduction des inégalités, non pas seulement dans le secteur public, mais aussi les décisions qui peuvent être prises par le secteur privé et les décisions prises par les économistes. Nous sommes à Aix, bien sûr, et c'est également une question de changer notre approche économique. C'est grâce à cela, vous abordez ces questions ici et Davos aussi. Donc, nous avons eu la confirmation que les inégalités promeuvent les inégalités. Et si l'on est dans une famille pauvre, on aura moins d'opportunités d'avoir une bonne éducation, moins d'opportunités si vos parents ne sont pas éduqués. Vous n'irez peut-être pas à l'université. Dans mon pays, le fait d'être né dans le Nord veut dire que vous vivrez 7 années de moins que les autres. Il y a beaucoup d'inégalités dans pas mal de nos économies, même avant la crise Covid, et ces défaillances ont été accentuées avec la crise du Covid. Branko a parlé des économies et plus de place de manœuvre au niveau fiscal pourrait nous permettre de réduire les inégalités. Il y a beaucoup de systèmes qui ne fonctionnent pas bien, le système de santé, et le secrétaire général aujourd'hui souhaite sonner l'alarme. Et les inégalités devraient être, avec le changement climatique, l'un des éléments qui nous concerne. Il faut travailler là-dessus, puisqu'il faut comprendre que les inégalités nous rendent moins résilients pendant la crise, par exemple. Les conditions initiales étaient une difficulté, mais maintenant, avec les objectifs de développement durable, nous faisons face à une vraie catastrophe. Parce que si on pense aux inégalités, la participation des femmes dans le travail a décru. Nous étions dans les secteurs qui ont été fortement impactés par Covid, dans le soin de santé et tout, mais aussi la durée de vie. Les femmes vont vivre entre 1 et 3 années de moins que les hommes, mais en même temps, il y a certains avantages d'après la crise. Les entreprises qui ont élargi leurs services pour aller dans le monde numérique, celles-ci, elles ont pu faire des capitalisations du marché plus élevées qu'attendues.
Et Ayaloa a dit que c'est important. Alors, où aller dorénavant? Comment faire face à ce processus? Alors, il faut tout d'abord essayer de mieux comprendre, mieux mesurer, et le travail fait par Branco et Daron est très important sur ce plan. Il faut changer ce focus sur la croissance. Il faut vraiment être plus qualitatif dans le développement de nos politiques. Il faut considérer le PIB. Il faut investir dans les êtres humains. Il faut se focaliser sur l'éducation, les santé. Ce sont des investissements et non pas des coûts. Il faut savoir mesurer le retour sur ces investissements-là. Il y a des assurances. Et je dirais également que nous devons investir dans les capacités des gouvernements. J'ai été frappée comment les gouvernements n'étaient pas aptes à protéger leur population devant la crise du Covid. Et je souhaite dire également que les économistes peuvent s'éloigner de ce message que les gouvernements doivent réagir seulement quand il y a un échec dans le marché. Et représentant l'UNESCO, je dirais qu'il faut davantage de solidarité. On s'inquiète beaucoup des changements dans les priorités face à la guerre en Ukraine, et plus de financement est donné à l'industrie de la défense. Il ne faut pas oublier la solidarité du nord vers le sud. Il y a d'énormes attentes pour pallier à ces différences entre les différents pays. Merci beaucoup, Gabriela, de nous rappeler l'importance de la solidarité. Évidemment, il ne suffit pas de l'appeler de nos voeux, il faut aussi se demander comment faire en sorte que la solidarité s'accroisse. Je passe maintenant la parole à Augustin de Romanet. Augustin. Merci beaucoup. Bonjour Pierre, si ça ne vous dérange pas, je vais parler en français. Alors, le sujet, c'est se saisir des inégalités. Alors, je vais essayer de me saisir de 3 inégalités pour essayer de trouver 3 solutions. Le problème est le suivant. Tocqueville disait dans la démocratie en Amérique que la démocratie conduisait à l'égalisation des conditions. Et c'est bien ce qui s'est passé pendant tout le XXe siècle. Il y a eu une égalisation des conditions au sein des États et une égalisation des conditions entre les États. Cette tendance est désormais inversée et il y a une tendance à l'inégalisation des conditions. Raison pour laquelle ce sujet des inégalités devient très important. Et d'ailleurs, on observe qu'avec l'accroissement des inégalités, on a aussi une réduction du nombre de démocraties, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Alors naturellement, il y a les bonnes inégalités et les mauvaises. Les bonnes inégalités, c'est celles qui stimulent la créativité. Les mauvaises, c'est celles qui portent atteinte à la dignité. Et les Chinois, d'ailleurs, sont très attentifs à ce qu'il n'y ait pas trop d'inégalités, puisqu'il y a quelques années, on m'avait expliqué que les leaders communistes chinois lisaient avec beaucoup d'attention l'Ancien Régime et la Révolution, toujours de Tocqueville, pour bien vérifier comment il ne fallait pas faire les mêmes âneries que l'Ancien Régime français, qui avait laissé se développer la Révolution française. Donc, commençons par les inégalités de patrimoine. Depuis les années 80, elles s'accroissent. Les 1% les plus riches ont capté 38% de tout le patrimoine supplémentaire accumulé depuis le milieu des années 90, alors que les 50% les plus pauvres n'ont capté que 2%, probablement dû aux taux d'intérêt négatifs qui ont favorisé l'effet de levier et l'accroissement des revenus du capital, thèse qui a été largement développée par Thomas Piketty. Donc cette facilité monétaire a accru cet accroissement des inégalités de patrimoine. Et donc, puisque je n'ai que 4 minutes, je vais rapidement aller sur le thème. Il faudra des solutions qui, peut-être, pourront conduire à repenser l'héritage. Il y a une chose dont je me suis aperçu en préparant ce petit topo, c'est qu'il existe en France une partie qui échappe à l'imposition, qui est l'assurance vie. Autant je pense que l'impôt sur la fortune est nuisible au développement de l'activité économique. Autant je pense qu'avec le niveau d'inégalité de patrimoine que nous avons aujourd'hui, le fait que le montant des sommes qui sont dans l'assurance vie ne soit même pas connu parce que ça n'est pas une dépense fiscale. Le patrimoine qui est dans l'assurance vie sort du patrimoine du bénéficiaire. Donc, il n'est pas possible aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel est le montant de patrimoine qui est éludé pour les droits de succession. Et donc, et c'est mon premier point,
au sujet des inégalités de patrimoine devront répondre des solutions qui permettent un certain nombre à la fois de redonner un sentiment d'inégalité et puis peut-être de financer des mesures d'égalité des chances. Le deuxième sujet, c'est l'éducation, où je me limiterai à 2 points. Il y a un débat qui est formidablement intéressant aux États-Unis, c'est celui qui a été posé par Michael Sandel sur la méritocratie. Qu'est-ce que dit Michael Sandel en gros? Il explique qu'aux États-Unis, ceux qui sont en haut de l'affiche, ceux qui ont fait les meilleures études, estiment que s'ils sont là-haut, c'est parce que ce sont les plus talentueux, c'est parce que ce sont les meilleurs. Or, ceci n'est pas tout à fait exact, parce que si, en général, ils sont arrivés en haut de l'affiche et qu'ils ont fait les écoles de la Ivy League, c'est parce que dès qu'ils ont eu 4 ans, on leur a fait cours de poney, cours de chinois, financer des petits cours à 18 ans, etc., etc. Donc, cette remise en cause de la méritocratie aux États-Unis appelle à beaucoup de mesures de compensation, y compris redonner place aux valeurs humaines aux côtés des valeurs académiques. Là, je vous renvoie aux travaux d'Aristote, mais je m'arrêterai là. Et puis, il y a le sujet aussi de l'éducation en France, où vous avez tout le sujet des études PISA qui montrent la baisse de notre niveau. Donc, cette inégalité d'éducation, je n'ai pas besoin de développer sur le fait qu'il est crucial de pouvoir la corriger. Et puis, troisième thème, parce que je vais bientôt arriver à mes 4 minutes, il me reste 1 minute. Le troisième thème, ce sont les inégalités de toute nature qui portent atteinte à la dignité des personnes. Que ce soit les inégalités de conditions de vie, les inégalités de logement, les inégalités territoriales, les inégalités devant les soins, même les inégalités hommes-femmes. Songez que, par exemple, la France n'est pas un pays performant pour la lutte contre les violences faites aux femmes. En Espagne, par exemple, il y a eu des programmes formidables où ils ont réussi à éradiquer les violences faites aux femmes. En France, nous avons encore des efforts à faire. J'ai vu tout à l'heure Mme Moreno, je salue ses efforts. Et puis, j'espère que la nouvelle ministre s'occupera de ces questions. Toutes ces inégalités, elles portent atteinte à la dignité des humains. Et ce sera ma conclusion. Dans le bouquin de Fukuyama qui s'appelle Identity, qui est sorti en 2018, vous avez des formidables développements sur le fait que dans l'esprit humain, vous avez 3 dimensions. Il y a 2 dimensions qui sont couramment étudiées, qui sont le désir et la raison. Et puis il y a une 3e dimension, qui est celle du besoin de respect. C'est ce qu'il appelle le timos de Platon. Et au fond, tant que les individus ont le sentiment que les inégalités sont suffisamment injustifiées pour qu'elles portent atteinte à leur dignité, à ce moment-là, vous avez les conflits. Et en 2018, Fukuyama avait écrit un article pour dire que ce qu'il avait écrit sur la fin de l'histoire était une erreur, parce qu'il avait oublié que tant qu'il y aurait des atteintes à la dignité des humains, il y aurait des guerres, il y aurait des conflits, et la stabilité n'existerait pas. Et pour conclure, je dirais qu'il est d'autant plus important d'attaquer ces questions d'inégalité en n'hésitant pas à qualifier le mal, que de l'inégalité naît le populisme. Et au fond, c'est toujours le même Fukuyama qui disait que Trump et le populisme de Trump s'étaient nourris notamment du sentiment que les ouvriers américains avaient que la mondialisation avait excessivement profité à une élite. Donc il s'agit, à mon avis, d'un enjeu important pour préserver ce qui, et je l'ai toujours pensé, est menacé aujourd'hui, c'est la démocratie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Augustin. Je passe maintenant la parole à Sven. Oui, c'est sympa d'être ici. Sur mon écran, c'est marqué que je dois parler en anglais. Et on parle de tracking. Il faut suivre, il faut s'occuper de ce problème. Il y a beaucoup d'inégalités et beaucoup de choses grossissent les inégalités. On parle d'inégalités de revenus, on parle d'inégalités de mesures politiques, qu'il s'agisse de politique énergétique ou de climat ou des inégalités liées à l'éducation. Et on peut entasser toutes ces inégalités. Mais lorsqu'on regarde quelque chose, un suivi qui est fait, donc l'inégalité de revenus, là, cette inégalité s'est améliorée beaucoup mondialement. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de stress. Mais au cours des 30 dernières années, cela a vu des améliorations. Les revenus tout en haut ont augmenté. Au milieu, cela a stagné. Et puis en bas, les revenus ont augmenté. Mais il y a l'inégalité de ce qui est abordable. Nous sommes en milieu d'une crise de cette question de abordabilité, on va dire. Si
on mesure ce qu'achètent les personnes et on compare cela à leurs revenus, c'est toujours le bas qui est vraiment comprimé. Mais on ne le dit pas. On parle des moyennes classes et de leur compression. Mais où se trouve la compression? Donc, les prix de l'énergie ont augmenté, les prix de l'éducation, les prix alimentaires. Il y a beaucoup de prix qui augmentent. Donc, il y a 10% d'inflation. Ou 8, 12, peu importe le chiffre. Ça, c'est la moyenne. Si vous êtes très riche, donc on parle de patrimoine, et si le marché baisse de 30% et puis on avait retiré 30% et puis après il y a une déflation de 30% et 5% de votre revenu, c'est pour l'éducation, le logement et l'énergie, vous avez vu une inflation en fait de 30%. Moi, je crois à ce qui n'est pas assez bien compris dans ce débat sur l'inégalité. La pire partie de l'inégalité et peut-être la solution doit se trouver du côté de ce qui est abordable, pas du côté des revenus. Donc, on parle de redistribution, de retaxation. Donc, la Suède a été trop loin. On peut faire mieux. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas de ce côté-là où on va trouver les solutions. Comment est-ce qu'on peut rendre le logement abordable? Il va falloir construire des logements. Et cela veut dire que aussi chez vous, dans votre jardin, si vous voulez une énergie abordable, et j'aime ce qui est considéré en France, donc les premiers kilowatts sont moins chers, après il y a le prix de marché et plus. Donc il y a une solution d'abordabilité à ce problème. Moi, je ne pense pas que les revenus peuvent résoudre ce problème qui s'accélère. Il va falloir parler de ce qui est abordable. Et les gens, ils disent « Ah oui, aujourd'hui, les prix sont bien en termes de prix carbone ». Ces gens-là ne comprennent pas que 25% de la société, l'année prochaine, en mars ou en avril, dans la plupart d'Europe, n'auront plus de liquidité et plus de capital. Et ce prix d'énergie, comme le reste, n'est pas abordable. L'inégalité, il va falloir qu'on s'occupe de l'inégalité côté abordabilité, pas du côté revenu. Cela veut dire innovation, comment produire de l'innovation au niveau des logements, au niveau des aliments. Mais voilà, parler du prix carbone, est-ce que c'est cela qui compte le plus? Non, il faut s'occuper de cette question d'abordabilité. Merci beaucoup. Donc on a fait un tour d'horizon assez général sur au moins deux des questions que j'avais mises sur la table au début, mais on a laissé de côté un petit peu la dernière qui était comment gérer cette transformation qui est devant nous, la transformation écologique, en ayant en tête ce problème des inégalités, à la fois le problème d'eau, comment éviter que ça crée davantage d'inégalités, comment faire en sorte que le traitement des inégalités rende davantage possible de trouver une solution à ce problème. Alors, le débat est ouvert. Je vois déjà une question tout au fond. Est-ce qu'on peut donner le micro à monsieur au fond? Oui, voilà, ça vient. Et puis, n'hésitez pas. Merci de vous présenter très brièvement et d'intervenir. Voilà. En fait, c'était pas du tout une question, c'est juste pour dire que les écrans s'étaient éteints à un moment. Il y avait eu un bug. Ah, bon, alors c'était pas une question, c'était un bug. Mais il y a une question ici, voilà. Sorry, I do have a question. Désolée, j'ai une question. C'est pour Sven Smith. Il a posé la question en anglais. Pardon, il s'est exprimé en anglais, donc je vais poser la question en anglais. Monsieur Smith a fait son discours en anglais. Donc, ma question est la suivante. Vous avez beaucoup parlé d'inégalité et d'abordabilité. Qu'est-ce que vous suggérez de manière concrète qu'il faut faire pour se saisir de ce type d'inégalité?
Alors, je ne vais pas répondre à tous les exemples. En fait, je peux donner l'exemple de logement. On sait comment rendre les logements beaucoup moins chers. Et puis, il y a également la question du foncier. Il y a des expériences à travers le monde qui fonctionnent. Les gens enlèvent les vieux bâtiments des centres-villes et construisent des unités qui sont abordables. Et donc, on peut passer d'une boîte à 2 boîtes à 3 boîtes. Je simplifie, bien sûr, mais cela réduit le prix par un facteur de 10. Et donc, il y a des possibilités. On peut faire une mise à échelle. Et on peut le faire pas dans les jardins des gens. Donc, les gens qui sont propriétaires de maisons ont peur. Ils ont peur à l'idée qu'il faut construire plus de logements parce que si on construit à côté de chez eux, la valeur de leur maison va baisser. Mais la solution technique pour le logement abordable existe et les expériences qui ont eu lieu à travers le monde sont là et peuvent être copiées. C'est différent selon le pays, mais il y a beaucoup d'exemples où cela fonctionne et il faut juste faire une mise à échelle. On va prendre les 2 questions et puis demander au panel de réagir. Voilà. Oui, apparemment, il y a un consensus pour observer que les inégalités augmentent. Personnellement, ça fait de nombreuses années que je vis en rencontre économique et je constate que chaque année, on dit effectivement les inégalités augmentent. On s'adresse aux décideurs qui viennent ici à Aix, qu'ils soient politiques ou chefs d'entreprise, et on leur répète oui, les inégalités augmentent. Et ils nous disent oui, mais on va faire le nécessaire. Et aujourd'hui, eh bien, de nouveau, effectivement, non seulement ça a continué, mais elles se sont largement creusées. Alors n'est-il pas temps, aujourd'hui, de demander à la minorité tant choyée de participer quand même à hauteur de ses revenus au sacrifice général et aux défis, effectivement, qui sont pour demain? Merci. Enfin, il y a plusieurs aspects dans votre question, mais il y en a un qui est important, c'est que dans beaucoup de séminaires auxquels nous allons tous, on entend il y a un problème, il faudrait agir, et puis on répète, il faudrait agir, mais le passage entre la compréhension du problème et l'action est en général beaucoup plus difficile à analyser et à mettre en œuvre. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect de votre question, c'est que vous avez une solution, et ça, on aura peut-être l'occasion d'en revenir dans les débats. Je passe la parole à votre voisin avant de donner la parole à Augustin pour répondre, et puis aux autres membres du panel. Oui. Alors, si vous voulez, ma question est un peu plus générale. Bon, effectivement, comme le représentant de McKinsey nous l'explique, il y a des solutions techniques pour construire des maisons comme des clapiers à lapins. C'est tout à fait possible. Mais il y a toute la notion d'acceptabilité, si vous voulez, des publics. Alors, on parle, si vous voulez, en économie de produit national brut. Il faudrait peut-être imaginer une formule un peu différente. Bon, au Bhoutan, on a inventé le bonheur national brut. Bon, on pourrait, si vous voulez, imaginer une formule qui mixe, si vous voulez, le revenu du pays avec l'insertion dans ce revenu, par tête d'habitant, de la satisfaction des besoins essentiels. C'est-à-dire, en fait, l'alimentation, le logement, l'éducation, la santé. Et c'est malheureusement, si vous voulez, le monde est un monde d'économistes, hein, puisqu'on est ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, dont la vertu essentielle est de se gourer la plupart du temps. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, si vous voulez, imaginer une formule qui puisse intégrer cette notion de satisfaction des besoins essentiels des populations? Merci. Merci de votre question. Je reviens donc vers le panel. Commençons par Augustin, et puis je ne vois pas à l'écran Gabriela, Daron Branco, mais je pense qu'à un moment donné, j'aimerais leur donner la parole aussi pour réagir à tout ce qui vient d'être dit. Augustin. Merci beaucoup. Je vais laisser mon camarade de McKinsey répondre peut-être à la deuxième question. Je vais répondre à la première. Vous dites la minorité choyée ne fait rien. Alors je vais vous dire simplement 2 choses. La première, c'est qu'au niveau macroéconomique, quand je vous parle du sujet de l'assurance vie, qui aujourd'hui bénéficie d'une exonération fiscale accidentelle, l'exonération de l'assurance vie, elle existait à l'époque où il y avait une assurance en cas de décès et une assurance en cas de vie. Et ce qui était exonéré d'impôt sur la transmission, c'était l'assurance en cas de décès. Vous ne pouviez pas récupérer votre argent après. Et puis au fur et à mesure des années, au début des années 80, on a fusionné l'assurance en cas de décès et l'assurance en cas de vie, et on a créé ce qui est en théorie une niche fiscale, ça ne l'est pas juridiquement, dont je pense que l'ampleur devra être appréhendée, et je vous dis,
je ne sais pas si c'est des élites choyées ou pas, que ce sujet devra être traité par les gouvernements futurs, simplement parce que le sentiment d'inégalité est tellement important qu'il sera nécessaire de permettre une certaine remise à zéro partielle au moment des transmissions, surtout si on veut éviter de décourager l'activité entrepreneuriale en repartant dans des impôts type impôt sur la fortune. Maintenant, qu'est-ce que font les entrepreneurs quand ils veulent assurer l'égalité des chances? Je peux vous dire que moi, dans mon entreprise, je m'efforce depuis plusieurs années de dire à tous mes collaborateurs, si vous voulez faire des études, si vous êtes technicien, vous voulez devenir ingénieur, si vous êtes financier, que vous voulez faire un 3e cycle, l'entreprise vous les finance. Et vous les finance à condition évidemment que vous restiez 1 ou 2 ans dans l'entreprise. Par exemple, il y a quelques semaines, on me dit, mais il y a une collaboratrice qui veut faire l'INSEAD. Alors l'INSEAD, c'est un master de 3e cycle qui coûte 90 000 €. Et on me dit, mais elle va le payer elle-même. J'ai dit, non, elle ne va pas le payer elle-même. Je vais proposer que l'entreprise lui paye, de façon à ce que tous les collaborateurs de l'entreprise sachent que s'ils se prennent par la peau du cou pour suivre une formation, on les accompagnera. Et ça, il faut que ça soit fait à tous les niveaux. Vous êtes encore une fois au bas de l'échelle, vous n'avez pas le bac, vous voulez faire le CNAM, il faut l'entreprise le finance. Je vous ai cité l'exemple du 3e cycle, etc. Donc il y a des choses qui sont faites au quotidien dans les entreprises qui sont, croyez-moi, dans une croissance considérable du sentiment de responsabilité vis-à-vis de cette question que vous jugez importante à juste titre. Maintenant, je laisse la parole à mon collègue pour la 2e question. Rapidement, et puis ensuite je passe la parole aux autres membres du panel. Oui. Je pense que la question, c'est est-ce qu'il faut rajouter d'autres mesures au PIB? Et je dirais que, donc, on se demandait si la croissance aide. La croissance aide, plus de croissance, ça aide avec l'inégalité et les problèmes en bas de l'échelle. Nous avons fait assez de travail sur la croissance soutenable, inclusive. Si vous avez plus de croissance, on a une meilleure durabilité parce qu'on peut mieux financer la durabilité s'il y a de l'argent. On peut rajouter d'autres mesures et c'est ce que nous faisons. On fait le développement de durabilité. C'est quelque chose sur laquelle nous travaillons. Mais il y a une mesure qui est très simple et c'est la mesure de l'abordabilité. Je me répète peut-être, mais si on sait que ces besoins sont satisfaits parce que les prix sont abordables, vous allez avoir une meilleure mesure de progrès. Et là, on ne mesure que tout ce qui est agrégé. Donc, il faut désagréger le progrès, les revenus, moins ce que vous achetez, et vous allez avoir une meilleure mesure. Et puis, il y a d'autres mesures que nous ne mesurons pas avec l'argent. Mais avec de l'argent, on peut mesurer beaucoup de progrès en bas de l'échelle. Moi, je dirais que les mesures complémentaires que j'ai choisies sont parfaites pour les élites, pas tellement parfaites pour les pauvres. Les pauvres, actuellement, veulent de la nourriture, de l'énergie, et puis ils veulent se déplacer en voiture. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire actuellement. Donc, pour moi, c'est l'abordabilité, la meilleure mesure. Je pense à nos panélistes connectés à l'extérieur d'intervenir. Je ne sais pas s'ils ont pu entendre tous ces débats. Je vais aussi donner une chance à Branko d'intervenir. Et Branko, tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas pu vous entendre, donc c'était très mauvais. Peut-être que là, je vais vous donner la parole pour 1 ou 2 minutes. Il serait bon de couper peut-être votre caméra pour qu'on puisse avoir plus de bandes passantes. Je ne sais pas. Enfin, j'espère qu'on va pouvoir vous entendre. Et alors, je voulais vous demander aussi de préciser pour nous quelques données. Vous êtes l'une des personnes qui avait le plus travaillé sur la compréhension des inégalités et en particulier vous avez montré que pendant une longue période les inégalités de revenus dans le monde ont baissé alors que plus récemment les inégalités de revenus à l'intérieur des pays augmentaient. Et est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation où les 2 types d'inégalités augmentent? Est-ce que c'est cela que vos données disent aujourd'hui et comment vous voyez l'avenir? Voilà, Branko. Well, I hope you can hear me now better. Can you tell me if you do? J'espère que vous m'entendez mieux. On vous entend pour l'instant, oui. Okay. So let me say. Alors, cette question est intéressante. C'est une question nuancée, vous avez raison. Au cours des 4 dernières décennies, les inégalités à travers le monde ont baissé. C'est important de se rendre compte qu'il y a eu cette réduction
parce que des pays asiatiques comme la Chine et l'Inde, et puis l'Indonésie, le Vietnam, etc., le Bangladesh, ont eu des taux de croissance élevés. Donc la croissance était l'élément qui a réduit l'inégalité mondiale. Maintenant, la question est la suivante. Qu'est-ce qui va se passer à l'inégalité mondiale actuellement lorsqu'il faut traiter de crises comme la crise du Covid, la guerre en Ukraine et aussi les conflits commerciaux entre la Chine et les États-Unis? C'est une situation très particulière, mais nous n'avons pas le temps de rentrer dans les détails, mais j'aimerais juste dire que la Chine est devenue un pays relativement riche. Et donc, ça veut dire que la Chine n'est plus le moteur de la réduction de l'égalité comme au passé. Donc, il faut qu'on se concentre sur le continent où l'inflation monte. Donc, ce sont deux points importants lorsqu'il s'agit de l'inégalité mondiale. Pour l'inégalité nationale, le tableau est complexe parce que dans certains pays riches, il n'y a pas eu vraiment une augmentation au cours des dernières années. Tout a été stable, y compris en France. Et dans certains pays de l'Amérique latine, il y a eu une baisse. Donc, le tableau est plus compliqué, plus nuancé. Alors, peut-être qu'au cours des décennies à venir, nous allons voir des inégalités qui montent si l'Afrique n'arrive pas à rattraper le retard. Et il y aura également des inégalités nationales qui vont augmenter avec cette question d'abordabilité en termes de biens de base. Daron, can you jump in? Il faut allumer le micro, Branco. Merci, oui. Permettez-moi de rajouter deux commentaires. Tout d'abord, on ne peut pas venir au bout de cette question de l'inégalité, surtout dans l'Ouest, mais ça correspond également à l'inégalité mondiale, sans reconnaître qu'il y a un composant idéologique majeur, ce qui est acceptable, où est logé le pouvoir, qu'est-ce que fait la technologie, quelle est l'influence des lois. Cette observation me convainc que les inégalités n'est pas à être débattue exclusivement à Davos entre des personnes très riches avec beaucoup de pouvoir qui s'inquiètent des pauvres qui subissent l'inégalité. Il faut impliquer toute la société. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je souhaite rebondir sur ce qu'a dit Gabriela. Beaucoup d'économistes et décideurs politiques, ils disent qu'il y a un processus de marché naturel que l'on laisse fonctionner parce qu'il est efficace. Et s'il génère un niveau d'inégalité qui nous déplaît, on peut utiliser des outils fiscaux, les taxes sur les revenus, etc. Il me semble que l'on peut générer ce genre de point de vue, mais je pense que ce n'est pas la bonne position, parce que la société égale notre façon de nous organiser, de produire. Et la seule manière de réduire les inégalités sociales et économiques est d'explorer, de trouver des façons pour une meilleure organisation de la production et d'établir les salaires d'une manière plus juste. Se dire, oh bof, on va essayer de réduire les inégalités, comme ça, c'est un aspect de l'inégalité qui s'est accru. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que Gabriela a dit. Ce débat extrêmement important qu'on n'a pas le temps de traiter, mais qui est un aspect majeur, effectivement, de la question. Gabriela? Well, I could not agree
Alors, la réalité est que les politiques, les décisions que l'on prend ont de leur importance. Les politiques que l'on suit depuis des décennies, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien à faire avec l'augmentation des inégalités. On ne peut pas ne pas reconnaître que les systèmes fiscaux ont devenu moins progressistes. Même si on dit que les inégalités ne se développent pas dans les pays développés, je trouve que c'est inacceptable que 60% du PIB dans les pays de l'Amérique latine sont dédiés aux 10% les plus riches. Donc, il me semble que nous devons changer notre approche à la croissance. Il faut davantage investir sur ceux qui sont à la traîne. Moi, je sais que certains progrès ont été faits. On a pu analyser différents sites pour calculer leur croissance. Et puis, les choses ne fonctionnaient pas de la façon que l'on imaginait. Je m'inquiète lorsque les gens disent « focalisons sur la croissance » parce qu'on va avoir cette même croissance qui a favorisé les inégalités et sans parler des problèmes climatiques. Il y a une question de durabilité également. Et ce que disent les collègues à Paris, en ce qui concerne les salaires, je dois dire que même dans les économies un peu plus avancées, lorsqu'on constate la croissance, même avant la crise financière, le 40% inférieur ont vu leur salaire se stagner. Mais maintenant, nous avons les impacts de Covid et les inégalités nous rendent moins résilientes puisqu'on n'a pas eu une couverture de santé universelle, parce qu'on n'avait pas les services numériques qui permettaient à nos enfants de continuer leur scolarité. On aurait dû investir. Les autorités sociales peuvent répondre peut-être, mais on a besoin de ces investissements. Et il faut aller au-delà des revenus de base. Avant Covid, tout le monde se demandait mais qui est-ce qui allait payer la facture? Mais on parle en trillions. Les pays ont investi des trillions pour faire en sorte qu'un pays tienne debout. C'est un argent qui aurait été dépensé autrement hors Covid. Je crois qu'il faut vraiment investir sur ces terrains-là pour donner une priorité à ces politiques qui vont nous permettre de réduire les divergences. Parce que la société deviendra plus fragmentée et ce n'est pas bon pour la croissance non plus, puisqu'on n'a plus la contribution des familles pauvres. Vous avez vu la concentration élevée dans l'univers numérique, dont le cadre est différent. Et il faut mesurer différemment et produire différemment pour encourager la croissance. Je veux quand même vous donner la parole très brièvement, parce que je crois que c'est important, mais on arrive à la fin, donc il va falloir clore cette table ronde, et je veux aussi rendre hommage au travail fait par les personnes qui nous aident à maintenir le temps, qui font face évidemment à une révolte permanente, donc merci de votre compréhension. J'entends parler, si vous voulez, beaucoup de salaires, wages. Un aspect important, si vous voulez, des pays en développement, c'est l'immense secteur dit informel, et bon, qui constitue, si vous voulez, une économie en soi. Bon, et je voulais juste, si vous voulez, donner à l'assistance la connaissance d'un économiste du tiers-monde qui s'appelle Hernando de Soto, et qui a inventé la notion de capital mort. Et si vous voulez, bon, les pauvres dans les pays en voie de développement n'ont pas accès à l'enregistrement de leur propriété, par exemple. Merci. Vous avez parfois près de 90% du travail qui est en effet informel dans un certain nombre de pays et pas les plus petits. Donc merci de nous rappeler ce point. Alors je voudrais, donc on arrive à la fin, je voudrais vous laisser avec 4 idées que je tire moi de cette discussion. La première, c'est, comme Clinton aurait dit, c'est « It's politics stupid ».
Donc l'inégalité, et ça a été rappelé, c'est vraiment un enjeu de pouvoir, c'est vraiment de la politique. Ce n'est pas une question technique que des économistes peuvent résoudre, c'est une question liée à l'ensemble du système de valeurs et au rapport de pouvoir dans notre société. Donc aidons à changer la politique, et c'est quelque chose qui est évidemment un chantier permanent dans tous les pays. Quand on a dit ça, on ne dit pas dans quelle direction aller, bien entendu, mais c'est un vrai débat. Et comme vous l'avez souligné, les économistes peuvent dire des tas de choses dessus, mais ils disent, ils parlent, ils analysent, ils n'ont pas les leviers de l'action. Et donc la question, c'est comment on génère l'action. La deuxième idée, ça a été rappelé par Gabriela tout à l'heure, c'est inequality breeds inequality. Les inégalités créent des inégalités. Et moi, je suis frappé par l'opposition qui est souvent faite entre inégalité des revenus et inégalité des chances, parce que j'ai l'impression que l'égalité des chances, puisque les talents ne sont pas distribués également, conduit à des inégalités de revenus. Et une fois que les inégalités de revenus sont là, il y a des inégalités des chances. Donc en fait, on ne peut pas se désintéresser des inégalités de revenus sous prétexte qu'il y aurait égalité des chances, qui n'est même pas là d'ailleurs. Donc je crois que les inégalités, c'est un tout permanent. Et en effet, la question qui n'a pas de réponse évidente, c'est quelles sont les inégalités acceptables, quelles sont celles qui ne le sont pas. Et ça, c'est une recherche permanente, c'est un débat politique, là aussi, permanent. La troisième idée, c'est qu'on a besoin de davantage de données. Et la raison, c'est qu'on ne connaît pas suffisamment les inégalités. On a une vision agrégée des choses. On commence à pouvoir dire tel groupe par rapport à tel autre groupe, mais ça ne suffit pas, il faut aller presque au niveau des individus, savoir ceux vraiment qui souffrent et quand est-ce qu'il est légitime de les aider. Pour ça, on a besoin de beaucoup plus de finesse dans les données économiques et on a tendance à parler en moyenne et la moyenne ne satisfait finalement personne. Donc là, on est dans un monde qui sait gérer davantage de données, donc je crois qu'il faut investir dans cette meilleure connaissance de la distribution des revenus et il faut en effet, je crois, comme ça a été dit dans le débat, que toute décision de politique publique soit accompagnée d'une analyse ex ante sur les impacts, sur la répartition des revenus. Et mon dernier point, je vous laisse avec ça, moi je suis frustré parce que la grande question du jour, qui est la transformation écologique, a été très en dehors de nos débats. On a parlé, et ça voulait dire déjà qu'on a un problème majeur d'inégalité avant même de se poser la question des transformations. Et on a parlé de ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le loisir de ne pas parler des enjeux de la transformation et des implications en termes d'inégalité qu'il y a derrière, parce qu'il faut les traiter là aussi ex ante. Sinon, on n'arrivera pas à mettre en œuvre les mesures nécessaires. Voilà, je vous laisse ces différentes idées et tout ce qu'ont dit nos panélistes pour vos réflexions. Jusqu'à l'année prochaine, où certainement on reprendra le sujet, on ne l'aura pas résolu. Et je voudrais que vous vous joigniez à moi pour remercier très vivement tous les panélistes, Gabriela, Darren, Branko, Augustin et Sven. Merci beaucoup. Et merci à vous tous.